Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Pour bien commencer la semaine sur Europe 1, Franck Ferrand a choisi de nous conter aujourd'hui l'histoire d'une découverte incroyable. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Imaginez qu'un jour, vous achetiez pour 3 fois rien un joli dessin dans une petite vente aux enchères et que ce dessin se révèle être un authentique portrait de Mozart à l'âge de 7 ans. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à mon invité d'aujourd'hui et c'est l'aventure que je vais en effet retracer cet après-midi. D'accord, alors vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à joindre Franck Ferrand, soit par internet à l'adresse d'Europe 1, www.europe1.fr, soit par l'intermédiaire de Facebook sur la page de l'émission Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire avec un petit H, ce qui cet après-midi, vous allez voir, se justifie plus que jamais. – 13h30, 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Tout commence il y a un demi-siècle, un matin de grand froid, en février 1960. À l'époque, Michel Vauquer est un parolier très connu, même si Édith Piaf n'a pas encore enregistré sa chanson « Non, je ne regrette rien ». Ce jour-là, il a prévu de se rendre à Lagny, en région parisienne. Vous savez, Lagny, c'est à une vingtaine de kilomètres à l'est de Paris, afin d'assister à une vente aux enchères, toute petite vente en vérité, qui a lieu dans une maison qu'il faut débarrasser de tout son contenu. Seulement, ce matin-là, Michel Vauquer se retrouve bloqué par une sciatique. Impossible de conduire dans ces conditions. Il lui faut un chauffeur, en quelque sorte. Alors, tout de suite, il pense à son jeune ami Carlos Lerech, dont il vient du reste de parrainer l'entrée à la SACEM. Il faut vous dire que Carlos est en train de se lancer dans la composition. Allô Carlos, c'est Michel, dis-moi, je dois me rendre à Lagny pour assister à une vente de livres anciens. Mais avec cette sciatique, je ne peux pas conduire. Tu crois que tu pourrais m'emmener ? Bien sûr, voyons. Ton heure sera la mienne. Carlos, à l'époque, vient de remporter son premier prix de flûte et de musique de chambre au Conservatoire de Paris. C'est un amoureux de la musique, et en particulier, forcément, des 3 concertos pour flûte d'un certain Mozart. Les voilà donc partis tous deux pour Lagny. Alors, à cette époque-là, le GPS n'existe pas. Les amis vont mettre un bon moment à tourner, à virer, plus ou moins perdus parmi les champs et les lotissements de cette grande banlieue couverte de gelée blanche. Et à la longue, après pas mal d'errance, ils finissent par trouver l'entrée du parc, au milieu duquel se trouve la maison en liquidation, une belle demeure voisine d'un château dont l'enceinte est malheureusement interrompue par le verger de la maison, verger complètement en jachère. Alors Michel Vauquer, claudiquant à cause de sa sciatique évidemment, et Carlos Lerech gravissent les marches du perron. Ils entrent dans la demeure, il y fait presque aussi froid que dehors. Il y a là 1 ou 2 badauds, un brocanteur qui inspecte vaguement les lots poussiéreux qui vont être mis en vente. Tout ça sans l'abandon le plus parfait. Pas besoin d'être un spécialiste pour comprendre que la demeure est inhabitée depuis longtemps. Oh, depuis 20 ans au moins, va leur confirmer le commissaire-priseur. Autant dire qu'il n'y a pas eu de résident ici depuis la guerre. Les 2 amis commencent à fouiner, à chiner, devrais-je dire, comme on fait dans ces cas-là, vous savez, chacun de son côté. Michel s'intéresse essentiellement aux vieux livres. Quant à Carlos, il jetterait plus volontiers un œil aux gravures, aux aquarelles, aux dessins qui sont présentés là pêle-mêle dans un capharnaüm indescriptible. Il fait toujours un froid de canard dans cette maison. Tout à coup, dans une pièce un peu plus sombre que les autres, les volets sont restés en tuiles, le regard du jeune flûtiste est attiré par un dessin à la sanguine, qui est présenté sous verre dans un joli cadre doré, une pièce en bon état, et qui visiblement n'a pas souffert de l'humidité ambiante. Le dessin est somptueux. Carlos est saisi, et on peut dire que ce qu'il éprouve d'entrée de jeu pour ce portrait d'enfant pourrait s'apparenter à un coup de foudre. Seulement, il n'y connaît pas grand-chose et il tient évidemment à demander l'avis de son ami. Alors il le retrouve plié en 2 parmi de vieux livres. « Dis-moi Michel, j'aimerais te montrer quelque chose en bas. » Il conduit le compositeur jusqu'au salon presque obscur. Pas le compositeur, le parolier devrais-je dire. « Qu'est-ce que tu penses de ça ?»« Ouf, magnifique, estime Michel Vauquer. On dirait un dessin de Greuze. Tu crois que je devrais l'acheter ? Tu plaisantes, vas-y Carlos, n'hésite pas, c'est superbe. » De fait,
tout dans cette œuvre est remarquable. La vigueur du trait, la justesse de l'étude et l'incroyable expression de ce regard qui semble plus vivant, plus parlant que nature. C'est un véritable chef-d'œuvre qui a été oublié là. Alors la vacation commence avec très peu d'enchérisseurs et lorsque la tête d'enfant s'ouvert et mise en vente, Carlos n'a aucun mal à s'en rendre acquéreur pour un prix assez modique. Il n'était venu à Lagny que pour accompagner son célèbre ami, eh bien il repart avec un cadre sous le bras. Michel de son côté a craqué pour quelques livres, des baguettes d'encadreur du 18e, tout un butin qui trouve sa place sur la banquette arrière de la voiture. Au volant, Carlos est tout excité de son petit achat, mais il est loin. À ce moment-là, il est même très loin de se douter que son portrait d'enfant est en réalité une pièce rarissime, un document unique au monde et qui, 33 ans plus tard, va lui valoir quelques-unes des plus grandes émotions de sa vie. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. C'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé. La grande Édith Piaf sur Europe 1, non, je ne regrette rien. Sur les paroles évidemment de Michel Vauquer. Alors, 32 ans vont passer après cet achat dans cette maison, dans cette petite vente aux enchères. 32 ans durant lesquels Carlos Lerèche a déménagé plusieurs fois et plusieurs fois emporté avec lui ce portrait d'enfant à la sanguine, toujours dans son cadre sous verre. Et à chaque nouvelle adresse, le petit chef-d'œuvre a retrouvé sa place, désormais immuable, au-dessus du piano. Et puis, un jour d'octobre 1992, la femme de ménage fait la poussière un peu vivement, elle bouscule un coin du cadre, elle le décroche, le portrait tombe, la vitre se fend, et là, Carlos soupire, il va falloir changer la vitre, il va falloir réencadrer tout ça. Délicatement, parce qu'il ne veut surtout pas abîmer ce beau portrait qu'il suit partout depuis tant d'années. Délicatement, Carlos débarrasse le cadre des bris de verre. Vous savez, il détache de son carton la Marie-Louise de moire sombre. Il se saisit du précieux dessin, qui est donc ocre rouge, sur son papier à peine bleuté. C'est la toute première fois qu'il le touche. Le support a l'air ancien. Et la surprise, en bas, sur la gauche, Carlos remarque un petit cachet de collectionneur. Jusqu'ici, la Marie-Louise cachait cette partie-là de la feuille. L'heureux propriétaire retourne l'œuvre et là, stupeur, il découvre tout un tas d'inscriptions. Voilà exactement ce qu'on peut lire. Contre-épreuve, Paris 1763, en dessous J.C. Mozart, encore en dessous dessin original Greuze, et encore en dessous 85 E, et puis plus bas, Monsieur Grimm, Pichon, et puis en lettres capitales, Anne. Et il y a enfin 3 lettres coupées qui sont indéchiffrables. Avouez que tout ça ressemble au début d'un roman policier, Julia. Sauf qu'il s'agit de la réalité. Vous imaginez les sueurs froides qui tout à coup glacent l'heureux propriétaire. J.C. Mozart. Alors ça, évidemment, ce sont des initiales un peu surprenantes. Carlos, comme tout le monde sait que Mozart se prénommait Wolfgang Amadeus. Bon. Eh bien, il se trompait. En effet, il se précipite vers sa bibliothèque d'amoureux de la musique. Il cherche la notice Mozart dans un dictionnaire spécialisé. Et voilà la réponse. Mozart, Wolfgang Amadeus, baptisé le 28 janvier 1756 à Salzbourg, sous les prénoms suivants, et là tenez-vous bien, Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus. Johannes Chrysostomus, J.C. Mais alors, se dit Carlos, mais est-ce qu'il serait possible ? Il peine à garder son calme. On le comprend. Il se jette sur son téléphone, il appelle une de ses relations professionnelles et amicales, le musicologue Marc Vignal. Ne nous affolons pas, lui conseille ce dernier. Vous savez, depuis la mort de Mozart en 1791, un seul nouveau portrait a pu être authentifié, c'est le fameux dessin de Rosenthal. En fait, Carlos masque son impatience. Reconnaissez quand même que ces inscriptions posent quelques questions. Oui, sans doute. Je m'adresserai directement à celui qui en la matière fait autorité, Monsieur Robbins Landon. Le flûtiste et compositeur note consciencieusement ce nom. Il ne sait pas encore ce qui l'attend, mais en vérité, il commence à le deviner. Ce qui s'ouvre devant lui, c'est une période de plusieurs mois. En tout, elle va durer 2 années, période d'enquête et de recherche. En vérité, le temps le plus passionnant de sa vie. Au
cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1. La sonate pour violon et clavecin ut majeur, extrait du disque de Thierry Geffrotin que les auditeurs connaissent bien à Europe 1, qui raconte la vie de Mozart, Franck. Oui, Thierry Geffrotin qui est avec nous dans ce studio, ainsi d'ailleurs que Carlos Loresch. Ils se feront un plaisir dans la deuxième partie de cette émission de répondre à vos questions. Alors pour le moment, laissez-moi résumer le plan de travail de Carlos. Tout d'abord, il lui faut établir l'authenticité du dessin. Là-dessus, un grand expert, Bruno de Bézère, est formel. Je cite son rapport. Cette contre-épreuve de Greuze, de 35 cm sur 28, a vraiment été tirée au XVIIIe siècle, sans aucun doute à la date indiquée au verso, 1763. On pourrait difficilement être plus clair. Le papier bleuté est bien du XVIIIe, l'œuvre est montée, contre-collée sur un papier verger de l'époque, l'inscription à la pierre noire présente tous les caractères de l'authenticité. Voilà donc pour l'aspect matériel des choses, mais qui était important, qu'il fallait valider, comme on dit. Deuxième étape, alors là, c'est plus complexe et beaucoup plus important encore, c'est l'histoire de la plausibilité historique. Greuze, c'est ça la question. Greuze, le peintre, le dessinateur, avait-il une chance en 1763 de croiser à Paris un certain petit Mozart? Je dis petit parce qu'à l'époque, il aurait donc eu 7 ans. Alors voyons d'abord ce qu'il en est de Greuze. Voici ce qu'écrit Diderot pour rendre compte du Salon de Paris à la date du 2 septembre 1763. Je cite Diderot. « Greuze, dit-il, dessine comme un ange. Il est mon peintre. » Ainsi donc, Jean-Baptiste Greuze exposait cet automne-là au Salon. Il suffisait de voir d'ailleurs l'inventaire du Salon pour s'en assurer. Le Salon en question était organisé, ou je devrais dire co-organisé, par un certain baron Grimm, comme sur l'inscription du dessin. Un baron Grimm qui à l'époque a 40 ans et qui donc à la date du 1er décembre de cet an de grâce 1763 note dans une lettre, je le cite, « Un maître de chapelle de Salzbourg nommé Mozart vient d'arriver avec 2 enfants de la plus jolie figure. » Vient d'arriver où ça? À Paris. Les Mozart, pour être tout à fait précis, sont arrivés dans la capitale française le 18 novembre de cette année-là. J'imagine que dans votre esprit, les choses se précisent, surtout lorsque vous saurez que le père Mozart, Léopold, et ses 2 enfants prodiges sont hébergés à l'hôtel de Beauvais, chez le comte Van Eyck, qui est ministre de Bavière et dont le beau-père était salzbourgeois. Et qu'à cette époque exactement, les propres enfants du comte sont portraiturés par un certain Jean-Baptiste Greuze. Greuze du reste qui est un familier du baron Grimm. Et c'est ce même baron qui va organiser les concerts de la petite famille Mozart à Paris et à Versailles. Parce qu'évidemment, lorsqu'on dispose de prodiges aussi extraordinaires à mettre en évidence, on ne se prive pas. On voit Léopold Mozart, sa fille Nannerl et son fils Wolfgang faire tous les salons de la capitale. Voilà ce qu'écrit le baron Grimm, je le cite. Le garçon qui aura 7 ans au mois de janvier prochain est un phénomène si extraordinaire qu'on a de la peine à croire ce qu'on voit de ses yeux et ce qu'on entend de ses oreilles. Je ne désespère pas que cet enfant ne me fasse tourner la tête si je l'entends encore souvent. Il me fait concevoir qu'il est difficile de se garantir de la folie en voyant des prodiges. Vous vous rendez compte quasiment du caractère excessif des propos de Grimm. Je ne suis plus étonné maintenant que Saint Paul ait eu la tête perdue après son étrange vision. Les trois Mozart ont été reçus par de très grands personnages, à commencer par Madame de Pompadour elle-même. Voilà ce que Léopold écrira à ce propos dans son journal. Nous fûmes voir Madame de Pompadour, ça c'est le père de Mozart qui parle. Elle doit avoir été très belle car elle est encore jolie. C'est une personne qui a grand air, grasse, bien en chair, mais très bien proportionnée, blonde, et elle a dans les yeux quelques ressemblances avec l'impératrice. L'impératrice, c'est Marie-Thérèse, l'impératrice d'Autriche. Elle se fait beaucoup d'honneur et a un esprit peu commun. Ses appartements à Versailles sont comme un paradis sur le jardin et à Paris, Faubourg Saint-Honoré, elle a un hôtel d'une rare magnificence, de construction récente. L'hôtel en question, l'hôtel de Madame de Pompadour, c'est le futur palais de l'Élysée. Dans la chambre où était le clavecin
précise Léopold Mozart, qui est tout doré, laqué et peint avec un art extraordinaire, est le portrait de la dame en grandeur nature et à côté, le portrait du roi. Du reste, les petits prodiges ont aussi joué devant les filles du roi Louis XV, qu'on appelle mesdames, ainsi que devant la reine Marie Leginska en personne. On peut dire que les prodiges sont devenus en quelques semaines la coqueluche de la bonne société. Et lors d'un concert chez le prince de Conti, le pastelliste Michel Barthélemy-Olivier va immortaliser la scène. C'est le fameux tableau, vous savez, où on voit Mozart en train de jouer chez le prince de Conti, ravissante scène du reste. Le 10 avril 1764, après 5 mois donc passés dans la capitale de Louis XV, les Mozart, père, fils et filles, quittent Paris pour Londres. On sait que pendant ces 5 mois, Wolfgang, ou si vous préférez Jean Chrysostome, a été portraituré, seulement jusqu'il y a peu, on ne savait ni par qui, ni sous quelle forme. Je ne crois pas m'avancer beaucoup en vous disant qu'aujourd'hui, on sait exactement de quoi il s'agit. Le jeune Mozart a fait l'objet d'un de ses portraits à la sanguine, pris sur le vif, dont le maître Greuze avait l'inimitable secret. Et le récit d'au cœur de l'histoire vous raconte aujourd'hui sur Europe 1 la découverte d'un portrait inédit de Mozart enfant, Franck. Les premières recherches de Carlos Lereche sur sa contre-épreuve à la sanguine n'ont donc pas tardé à confirmer l'authenticité de l'œuvre et la plausibilité de son identification. C'est bien un portrait de Mozart par Greuze dont il s'agit. Mais ce ne sont là naturellement que les premières étapes. À partir de ces pistes encourageantes, c'est maintenant la vraie recherche qui commence. Alors la première chose à faire, élucider cette énigme du cachet du collectionneur qui se trouve en bas à gauche du dessin. Cette trace de tampon dissimulée jusqu'en 1992 par le vieux système d'encadrement. Alors que fait Carlos ? Eh bien dans ce cas, je pense qu'on n'a pas tellement le choix, on ferait la même chose, il se rend au Louvre. Et il finit par se faire admettre au cabinet des arts graphiques du Grand Musée parisien, où Brigitte Scar ne tarde pas à identifier son collectionneur. Il s'agit d'un certain Pierre-Émile Billet, qui était archiviste et bibliothécaire de la ville d'Angoulême à la Belle Époque. Alors, quand c'est comme ça, on cherche dans le dictionnaire des marques de collection de Fritz Lucht, et le dictionnaire en question précise, dans une notice inespérée, que ce monsieur Biet, alors tenez-vous bien, je cite, échangeait certaines œuvres avec le baron Pichon. Vous vous rappelez Pichon, c'est un des noms qui figure au dos du dessin. Et avec celui de Grimm, on peut dire que c'est un des noms centraux. Carlos Lereche est devenu malgré lui détective d'art. Il entre en contact avec les descendants du fameux monsieur Biet d'Angoulême et c'est ainsi qu'il va résoudre le mystère de cette fameuse cote 85E. Souvenez-vous. Celle-ci correspond à une notice rédigée par Émile Biet le 4 juin 1902. Et ça, c'est ce qui s'appelle gagner le gros lot. Vous êtes assis, je vous lis la notice. J'ouvre les guillemets, 85E. Contre-épreuve de Mozart par Greuze, propriété du baron Grimm, puis du baron Pichon, acquise en 1894 par Émile Biet, conservateur du musée d'Angoulême. La sanguine originale, donc, dont celle-ci n'est qu'une contre-épreuve, était la propriété de Madame d'Épinay. Elle a disparu pendant la Révolution. Elle est datée de 1763 à Paris. Dois-je vous préciser au passage que le baron Grimm fut l'amant de Madame d'Épinay et que celle-ci devait héberger Mozart quand il reviendra à Paris en 1778, dans ce voyage au cours duquel mourra la mère de Mozart, qui cette fois accompagnait son fils. Quant au baron Pichon, il devait justement se faire un nom comme collectionneur avisé des œuvres de Greuze. Dès lors, vous allez me dire, mais comment peut-on expliquer qu'un érudit comme Émile Biet n'ait pas, en 1902, attaché davantage d'importance au fait de posséder lui-même un portrait sublime au demeurant de Mozart enfant ? Eh bien, ça tient sans doute au peu de cas que l'on faisait de Mozart jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce phénomène en compagnie de notre ami Thierry Geoffrotin. Vous verrez qu'en fait, cette espèce de Mozart superstar tel que nous le connaissons aujourd'hui est une recréation relativement récente.
Pour le moment, ne perdons pas trop le fil des recherches pointues menées 2 années durant par notre heureux découvreur de chefs-d'œuvre. Carlos Lerech voulait, avant de présenter son portrait au grand Robbins Landon, il voulait avoir mis toutes les chances de son côté. Alors, par l'intermédiaire d'un ami, en fait un parent d'élève, j'entre pas trop dans les détails, il va pouvoir entrer en contact avec un professeur de l'université d'Aix-en-Provence, spécialiste du morphing et qui, à Salzbourg, avait justement travaillé sur le célèbre crâne de Mozart. C'est lui qui, après une première étude encourageante, va renvoyer Carlos vers un capitaine de gendarmerie, Franck Crispino, du département d'anthropologie de la division criminalistique de Rosny-sous-Bois. Autant le dire tout de suite, un des meilleurs spécialistes au monde de la comparaison des crânes, cette comparaison anthropologique assistée par ordinateur. Pour Carlos Lerech, il va à ce moment-là falloir montrer patte blanche. Mais après pas mal d'acrobaties administratives, il faut vous dire que notre homme a un entre-gens quasiment imbattable, le voilà en relation directe avec le grand expert. Or, d'emblée, le capitaine Crispino se passionne lui aussi pour le portrait. Il entre si je puis dire, il saisit, devrais-je dire, dans l'ordinateur les données tirées du portrait de Greuze et celles d'un autre portrait bien connu de Mozart, celui de Lorenzoni, qui est daté de cette même année 1763, un peu plus tôt, évidemment, dans l'année. Modélisation en 3 dimensions, superposition, comparaison très complexe. Les conclusions du capitaine Crispino se passent de tout commentaire. On ne peut relever, dit-il, aucun point d'incompatibilité, si ce n'est une déformation de la joue gauche qui peut s'expliquer par les âges différents d'une dizaine de mois, donc ça vous voyez bien en 1763, et l'apparente inadéquation de la lèvre supérieure qui pourrait en fait relever d'interprétations différentes de la part des 2 artistes. Pour le reste, tout concorde. Forme du bout du nez, repli de la narine, forme du lobe de l'oreille, même prononcé du menton, forme, taille, disposition des yeux, pli cilaire supérieur, etc., etc. Je vous en fais grâce. Finalement, en avril 1995, c'est l'ensemble de ces données qui sera donc communiqué au grand musicologue américain Robbins Landon, le plus grand spécialiste vivant de Mozart. Il nous a quittés depuis en novembre 2009. Robbins Landon va répondre évidemment assez vite à Carlos Lerech. Je vous livre sa sentence. Monsieur, j'ai reçu par la poste aujourd'hui votre paquet contenant les reproductions et la documentation du portrait de Mozart en 1763. Après investigation, je n'ai aucun doute qu'il s'agisse bien de Greuze et de Mozart. J'ai d'ailleurs été frappé par ses yeux tristes, presque incroyables pour un enfant de 7 ans. Je vous adresse toutes mes félicitations, etc. Eh bien aujourd'hui, on peut dire que 51 ans après la vente aux enchères de Lagny, le portrait du petit Mozart est à l'abri dans un coffre en banque. Mais sa reproduction, toujours aussi émouvante, trône, imperturbable, au-dessus du fameux piano de Carlos Lerech. Michel Vauquer avait bien vu, il s'agissait d'une sanguine de Greuze. Ça, évidemment, il n'aura jamais su quel était le sujet de la dite sanguine. Je vous ai dit que Carlos Lerech et sa reproduction d'ailleurs, puisque nous l'avons développé devant nous sur la table, tout ce monde est dans le studio, ainsi évidemment que notre ami Thierry Geffretin. Nous allons pouvoir donc parler de tout cela en détail, aussitôt après le flash de 14h. h 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Avec à vos côtés Franck sur Europe 1, Thierry Geffretin, qui est rédacteur en chef à Europe 1 et auteur d'une biographie audio, Wolfgang Amadeus Mozart, aux éditions éponymes dans la collection Lu et Entendu, et Carlos Lerech, ça y est, il est avec nous. Et bien voilà. Compositeur et propriétaire du fameux portrait de Mozart daté de 1763 par Greuze. Par Greuze. Alors ce portrait, vous êtes très nombreux à nous envoyer des messages pour nous dire mais comment peut-on le voir, C'est vrai que c'est assez frustrant. Mon côté pervers se délecte de cette chose, c'est-à-dire qu'on vous parle d'un portrait, on vous dit qu'il est merveilleux, magnifique et vous ne le voyez pas. Alors vous pourrez le voir très vite puisque Lorena Martin qui prépare cette émission me promet que dès la fin de l'après-midi, il sera disponible aussi bien sur le site internet que sur Facebook. Donc pour tous les curieux et qui veulent évidemment savoir à quoi ressemble ce merveilleux portrait, et c'est vrai qu'il est vraiment d'une beauté folle, même si on ne savait pas que c'est Mozart, à la limite on en serait déjà complètement fou de ce portrait, eh bien vous pourrez le voir. Merci beaucoup Carlos Lerech d'être des nôtres. Bonjour Franck Ferrand. Ça fait donc un certain temps que vous vous promenez avec ce portrait. Il vous a accompagné pendant toute votre vie. Pendant plus de 50 ans, 50 ans, absolument. Et pendant très longtemps, vous ne saviez pas ce que c'était, néanmoins? Non, mais il y avait une espèce d'osmose entre lui et moi, je ne sais pas pourquoi. Et puis c'est drôle, tu es toujours au-dessus de mon piano.
il y avait toujours un rapport avec la musique. Il se sentait bien, il se sentait au chaud. Alors l'une des découvertes que vous avez faites, on va revenir sur votre travail, sur vos recherches, etc. Mais l'une des découvertes que vous avez faites, c'est que Émile Biet, qui donc acquiert le portrait à la fin du 19e siècle, dans les années 1890, le classe parmi les portraits de Greuze qu'il possède et sans y attacher une importance particulière. Pour lui, c'est un portrait presque parmi d'autres. C'est assez étonnant. Nous, évidemment, vous imaginez l'importance d'un portrait de Mozart. Mais en 1900, Mozart n'est pas un compositeur connu. C'est ça, c'est étonnant. Il est plus reconnu. Il reviendra, mais ça. Thierry Geffrotin peut nous dire tout à l'heure. De quand date cette vogue, Thierry ? Eh bien, c'est le lot un peu de tous les compositeurs, je vais dire du 17e, 18e et début du 19e, parce que jusqu'à l'arrivée du tourne-disque, jusqu'à la popularisation des concerts, jusqu'au tournant du 20e siècle, on jouait de la musique contemporaine. On ne jouait pas de musique historique, c'est-à-dire que, bien sûr, on jouait du Bach un peu, on jouait du Mozart, mais surtout on jouait du Debussy, du Beethoven, on jouait du Debussy, du Ravel, du Saint-Saëns, qui a vécu si longtemps. Des compositeurs vivants. Des vivants, voilà. Alors, non pas qu'ils étaient oubliés ou sous-estimés, mais voilà, on aimait entendre la musique du jour. Et finalement, Mozart était devenu un compositeur parmi d'autres. Et je dirais même que parmi les grands compositeurs, Bach, Beethoven, etc., Wagner, il était presque considéré comme un deuxième couteau. C'est complètement fou pour nous, puisque pour nous, il est au sommet du Panthéon. Évidemment, mais il y a un malentendu avec Mozart, c'est-à-dire que il nous parle, il parle à notre cœur, même quand on n'est pas mélomane, même quand on n'entend rien à la musique. Et cette magie mozartienne, ça le dessert en quelque sorte. C'est que cette musique, qui est une si belle musique, ne serait que superficielle, ce qui n'est évidemment pas le cas. Mais il en va aussi du même jugement pour Vivaldi, par exemple. Et la redécouverte, c'est quand c'est l'après-Seconde Guerre mondiale. Oui, après la Seconde Guerre mondiale, c'est le disque en fait. Disque, voilà. Surtout l'arrivée du 33 tours. Et puis, on voit bien que on ne se contentait plus de quelques opéras, de quelques symphonies et de certaines sonates pour piano. Voilà, après, on a découvert. Voilà. Et puis, l'arrivée du disque fait que ces compositeurs, et Mozart le premier, ont été portés par de grands artistes. Et par de grands festivals, puisque Aix-en-Provence a joué un rôle. Gabriel Dusurgé, par exemple, en France, énormément pour Mozart. Énormément pour la redécouverte, puisque depuis toujours, il y a au moins un opéra à Aix-en-Provence, un opéra de Mozart chaque année. Alors Carlos Lorech, vous avez vraiment mené une opération de détection, comme je disais. Ça vous a demandé 2 ans, cette histoire, ça a dû être très passionnant. Oui, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens d'abord. C'est ça, oui. C'était formidable. C'est vrai que le côté techniquement décisif, ça veut dire le morphing qu'a fait le capitaine Crispino, que je salue parce que c'est devenu un ami. Il a fait un travail extraordinaire, mais pour pouvoir avoir accès à la gendarmerie, c'est que c'est un parcours du combattant. Oh là là, oui, j'ai eu la chance d'avoir un de mes protecteurs et amis qui m'a fait rencontrer le directeur général de la gendarmerie, qui m'a donné l'autorisation de demander l'autorisation d'aller à Rosny-sous-Bois travailler. Et là, j'ai rencontré des gens qui faisaient des métiers extraordinaires, qui arrivent à reconstituer des personnages à partir de crânes. Et c'est vraiment ils sont les plus grands spécialistes au monde. Et alors, le drôle, c'est que Crispino, la première fois que je l'ai vu, il m'a dit, écoutez, normalement, je ne devrais pas le faire, mais d'abord, c'est un ordre de mon directeur général. Deuxième chose, je chante dans une chorale et en ce moment, je chante le Requiem de Mozart. Alors ça, c'est imparable. Mozart, finalement, il y a tous une place dans notre cœur pour Mozart, à commencer dans le vôtre, Carlos Lorech. Bien sûr. Vous aviez joué Mozart bien avant de Mais de ce qui est drôle, en plus, c'est que j'ai toujours eu un rapport avec Mozart. Écoutez, j'habitais rue des Vignes dans le 16e, ce qui donne dans l'avenue Mozart. Mon premier concert, quand je suis sorti du Conservatoire de Paris, on me dit, tu vas jouer le flûte et harpe avec qui ? Avec Lily Laskin. Composé à Paris. Composé à Paris, en plus, c'est vrai. Pour un deuxième voyage. Il a été composé pour un noble dont la fille jouait de la harpe et lui jouait de la flûte. Et il paraît que Mozart n'aimait pas la flûte. En attendant, il a quand même écrit 3 concertos qui sont extraordinaires. D'ailleurs, l'andante du concerto pour flûte et harpe, Michel Legrand, que j'aime beaucoup, qui est un merveilleux musicien, il dit c'est le plus beau morceau que je connaisse, c'est la plus belle mélodie que je connaisse, c'est l'andante du concerto de Mozart pour flûte et harpe. Alors, est-ce que c'est parce que Robin Landon s'est prononcé une fois pour toutes, ou est-ce que c'est parce que le portrait parle de lui-même, mais vous n'avez pas eu tellement d'opposition ? Il y a très peu de gens qui vous ont dit « Oh, mais c'est pas Mozart, je n'y crois pas, etc. » Finalement, il a été très bien accueilli, votre portrait. On m'a sorti quelque chose de pas mal. C'est pas Mozart et c'est même pas Greuze. Ah oui. Alors bon, il est quand même au musée Greuze à Tournus. Florence Vidonne, qui le dirige en ce moment, elle en a un bien sûr chez elle, on en a un au musée. Quand vous dites on en a un, c'est la reproduction. Elle a une reproduction chez elle.
il y en a un au musée. Et d'ailleurs, l'année dernière, j'étais faire un concert Mozart pour la nuit des musées avec mon ami Franck Ferrand qui travaille sur une chaîne de... N'est-ce pas Franck Gélibert, Franck Gélibert, le pianiste de ton ami Berne, puisque je sais que c'est votre ami, mon cher Franck. Et on a fait un concert Mozart l'année dernière au musée Greuze avec projection du film que j'ai fait sur ce portrait. Ce portrait, finalement, on peut dire, a changé votre... On se vous voit au micro, hein, c'est pour ça, Carlos. A changé votre vie réellement. Il est devenu quasiment un personnage à part entière, ce portrait. Vous l'avez offert à énormément de personnalités dans le monde. Hein, alors, il se trouve que Robins London, qui adorait ce portrait... le grand musicologue américain. Le grand musicologue originaire de Boston, mais qui vivait à côté de Toulouse, parce qu'il adorait la France. Chaque fois qu'il avait un ami célèbre, grand musicien, qui avait un anniversaire, il me disait, bon, tu vas l'envoyer à Yehudi Menuhin, à Isaac Stern, alors d'autres musiciens qui étaient des amis. Même au pape. Même le pape qu'il a eu il y a 2 ans, quand il est venu à Paris, et qui m'a envoyé une très très belle lettre de remerciement, et il a dit des choses formidables sur ce portrait de Mozart. On sait que Benoît XIII est un mozartien dans l'âme. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Avec une émission consacrée cet après-midi à Mozart, et je vous rappelle d'ailleurs qu'on attend toutes vos questions et réactions sur la page Facebook d'Au cœur de l'histoire, mais également sur europe1.fr, Franck. Alors il y a beaucoup d'interventions, mais qui nous demandent presque toutes à voir ce fameux portrait. Donc encore une fois, je vous promets que vous pourrez le voir très vite. Et ce n'est pas, pour répondre à un certain nombre de questions qui arrivent ici et là, ce n'est pas, non, ce ne sont pas les portraits dont on me parle. Est-ce que c'est celui-ci? Est-ce que c'est celui-là? Non. Celui dont il est question est un portrait en gros plan du tout jeune enfant, qui n'a pas de perruque. D'ailleurs, il est vraiment, il a les cheveux libres, et il a donc 6-7 ans. C'est un portrait à la sanguine, c'est-à-dire, vous savez, ces portraits qui sont ocre roux, et sur le dessin original, la feuille, le papier est bleuté, vaguement bleuté. Vous avez fait évidemment un certain nombre de présentations et de conférences, Carlos Loresh. Le portrait se trouve en couverture de plusieurs ouvrages, du reste. Oui. Dans le monde entier, on peut dire maintenant. Oui, il est surtout dans le dictionnaire de chez Fayard, de Robins London. Alors Robins London, justement, vous a accompagné dans un certain nombre de conférences, et vous avez à l'occasion d'une conférence organisé un concert. Donc on entend un extrait. Du quatuor en ré majeur pour flûte et trio à quart de Mozart sur Europe 1. Donc au cours d'un concert qui avait été organisé par Carlos Loresh, avec notamment Alain Marion, enfin un certain nombre de grands interprètes. Les plus grands. Beaucoup de chance ce jour-là. Olivier Charlier au violon, Bruno Pasquier à l'alto et Roland Pidou au violoncelle. C'était vraiment les quatuors de rêve. Il y en a eu 3 de ces quatuors pour flûte et trio à cordes. Absolument, il y en a eu 3. On peut dire, Thierry Geffrotin, que Mozart a une production tellement prolifique qu'on est souvent loin de pouvoir en faire le tour. Oui, parce que le catalogue Köchel, tout le monde connaît le catalogue Köchel. Faut expliquer ça en deux mots. Derrière, alors c'est un admirateur de Mozart qui s'est lancé dans ce gros travail qui avait déjà été un peu préparé par le père de Mozart lui-même, puisque vers l'âge de 12 ans, de l'enfant Mozart, papa avait établi un premier catalogue. Et puis après, il a fallu collectionner. On arrive à 626 numéros de Köchel. Évidemment, Don Juan, par exemple, l'opéra, c'est un numéro de Köchel, mais ça dure 2h30. Alors qu'une toute petite sonate de jeunesse dure 1 minute 30. Donc derrière les 626 numéros, ça représente des jours de musique. Et puisqu'on écoutait un quatuor de Mozart, je voulais rapporter cette anecdote. On sait que Mozart, c'était un enfant toute sa vie, mais il a été mûr aussi toute sa vie. D'ailleurs, le portrait de Greuze montre c'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'il fait preuve d'une maturité artistique, mais on peut même plus dire précoce à ce niveau-là. On a entendu tout à l'heure les termes qu'employait le baron Grimm pour parler de ce prodige extravagant que pouvait être le tout jeune, l'enfant Mozart. Et simultanément, on peut dire que Mozart devenu adulte gardera toujours une espèce d'esprit. Il a cette part d'enfance qu'ont les artistes, mais je voulais vous signaler qu'en 1770, il écrit son premier quatuor à cordes. Il est en Italie avec son papa. Il a 14 ans. Et il met un post-scriptum à une lettre que Léopold écrit à la famille. Et voilà ce qu'il dit. Addio,
porte-toi bien et fais caca au lit à grand fracas. Voilà, donc c'est Mozart, il a 14 ans, c'est un adolescent, il est en pleine régression, il a 4 ans d'âge mental, mais c'est assez drôle. Il faut quoi. tenir compte aussi, et ça, je me rappelle avoir eu l'occasion d'en faire toute une conférence là-dessus, mais il faut tenir compte aussi de l'état d'esprit de cette Allemagne, la scatologie. Ça fait partie. Ah oui, c'est assez étonnant. D'ailleurs, il suffit de lire les lettres de Madame Mère Mozart, hein, la mère de Wolfgang Amadeus. On se rend compte qu'elle-même a parfois des expressions d'un scatologique achevé. Il écrit C'était normal. Pour la famille, il n'écrit pas pour être cité sur Europe 1 en 2011, en quelque sorte. S'il avait su que Thierry Geffrotin, plutôt que de nous parler de haute musicologie. Quand on entend cette musique qui nous dépasse et de voir qu'à 14 ans, ça reste un enfant et qui se comporte comme tel. Avec, chez Mozart, ce qui est assez extraordinaire aussi, des grandes ruptures, des évolutions, une sorte de progression par saut dans l'œuvre. On constate, vous le montrez très bien d'ailleurs dans votre, puisque je l'ai là sous la main, profitons-en et signalons-le, vous avez raconté, vous, Thierry Geffrotin, vous avez raconté Mozart, c'est tout le récit de sa vie et c'est entrecoupé d'extraits musicaux, bien entendu. C'est un disque en 2 CD qui est sorti chez Éponyme. Et la musique, évidemment, n'existe pas sans la vie, mais c'est vrai pour tout artiste. Et Mozart, en effet, vous parliez des ruptures, Franck, quand il quitte son père, c'est quand même quelque chose, parce que son père, ça a été à la fois papa, le professeur, l'agent artistique. C'est un peu Dieu aussi. Voilà, quand il le quitte, c'est pas rien. Quand il part seul à Vienne, il le veut, il le souhaite, mais il se passe aussi des choses artistiquement. Et je crois aussi ce qui est très émouvant quand on parle de la relation père-fils entre Léopold et Wolfgang, c'est la mort de Léopold en 1787, où la première œuvre qu'écrit Wolfgang, c'est une plaisanterie musicale, c'est-à-dire tout ce qu'il ne faut pas faire quand on compose. Évidemment, c'est du Mozart, alors ça a de la gueule, hein. Mais alors c'est bancal, c'est tout ce qu'on veut. C'est comme une sorte de petit... un dernier pied de nez à papa. De clin d'œil ou de pied de nez. Ou dommage. Oui, peut-être. C'était un personnage remarquable, Léopold Mozart, du reste. Ah oui, qu'on a beaucoup surtout décrié. pas un montreur de singes, comme on a bien voulu le dire. C'est étrange, parce qu'on a voulu faire de la sœur de Mozart un personnage impossible, de son père une sorte de tyran, de sa mère une semi-sotte. Tout ça est faux. Ah oui, tout est Comme faux. s'il avait fallu, pour grandir le personnage lui-même, constamment rabaisser autour de lui tous ceux qui avaient été ses familiers. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Celle de Mozart aujourd'hui sur Europe 1. On vous retrouve Franck avec Carlos Lerèche et Thierry Geffrotin. Carlos Lerèche est le propriétaire de ce portrait incroyable de Mozart enfant et je ne présente pas Thierry Geffrotin qui incarne la musique et la culture sur cette station, sur cette antenne d'Europe 1. Carlos, vous avez pendant donc longtemps présenté votre portrait un peu partout. On parle toujours de Mozart, on insiste sur la splendeur et la profondeur du regard de cet enfant de 7 ans, en oubliant, je trouve, un tout petit peu de rendre hommage au génie de Greuze, en l'occurrence, car si ce portrait est aussi beau, c'est quand même et d'abord grâce à Greuze, grâce à cet immense peintre totalement négligé dans notre histoire artistique. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, je vous engage, si vous passez à Tournu, de vous arrêter au musée Greuze parce que c'est vraiment remarquable. Cela dit, les sanguines ou les dessins de Greuze sont très nettement supérieurs à sa peinture. C'était la peinture a un petit côté grandiloquent, pré-révolutionnaire. Voilà, oui. Puis c'était des sujets qui n'étaient pas intéressants, c'était le père malade, alors que les portraits d'enfants qu'il a fait sont extraordinaire. De vivacité. Et Diderot disait de Greuze, quand on voit un portrait fait par Greuze, on croit voir la personne devant soi. Ça veut dire que c'était presque une photographie. Donc on est sûr que Mozart ressemblait bien à ça quand il avait 7 ans. Alors quand on regarde d'autres portraits de Mozart, et notamment quand il est un peu plus âgé, on se rend compte qu'il est nettement moins beau. C'est dommage, on adorerait que Mozart soit très beau. Là, sur le portrait de Carlos Lerèche, on peut dire que Mozart est très beau. Il a mal vieilli, Thierry Geffrotin ? Alors il a mal vieilli, il a été malade, il a sans doute eu la variole et ça l'a un peu, non pas défiguré, mais le visage était moins poupon que ce que nous voyons sur cette sanguine. Il avait des cheveux suffisamment beaux pour ne pas porter de perruque, mais ils étaient assez fins. Hasse, un compositeur contemporain, disait qu'on ne pouvait pas s'empêcher de ne pas l'aimer. Alors voilà, il se dégageait sans doute un charme, une personnalité à travers la personne et le regard. On en revient toujours au regard. Et en même temps, quel caractère, parce qu'au physique, le personnage n'était peut-être pas toujours facile, mais au moral, il était
tout simplement ingérable. Alors, oui, Colloredo, son patron. Colloredo, c'était l'archevêque, prince archevêque de Liège, oui, de Salzbourg. Oui. Il peut en témoigner puisque Mozart donne sa démission à Colloredo, comme si en 1780 un domestique pouvait donner sa démission au prince archevêque. Alors c'est un geste de bravoure. Ça montre bien, en effet, le caractère de Mozart, mais en fait, il était attaché au prince archevêque qui a accepté finalement que Mozart s'en aille puisqu'il voulait aller faire carrière à Vienne. Et d'autres de ses commanditaires ont eu à se plaindre de Mozart. Les rapports ont toujours été un peu orageux. C'était quelqu'un qui n'était pas fait pour son temps, finalement. On est à une époque où il ne faut pas oublier que les musiciens sont considérés vraiment... ils portent la livrée. Oui, c'est-à-dire que ce sont vraiment des domestiques et parfois même plutôt moins bien traités que certains domestiques. Oui, Mozart fait la bascule. On n'est pas encore avec le compositeur qui prend son destin en main. Haydn, par exemple, l'ami, le frère en maçonnerie de Mozart, lui devait chaque matin aller dans l'antichambre pour pouvoir entendre les ordres de ce qu'il devait faire dans la journée. Il mangeait avec les officiers à la cuisine. Voilà, tout ça en effet nous renvoie à un autre monde et on se dit c'était des génies. Oui, mais quelle vie. D'autres enfants prodiges et un peu martyrisés dans l'enfance ont eu aussi un parcours foudroyant. On pense à Beethoven, on pense à Schubert évidemment. Enfin, oui. C'était un schéma, celui qu'a connu Mozart, qui n'était pas si rare finalement. D'autres s'en sont au moins inspirés. Oui, alors il fallait beaucoup travailler. Là aussi, dans l'enfance, on l'a presque oublié, mais Mozart, il a beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé, dit-il. Donc il a eu, en effet, à subir les foudres de son papa et de bien d'autres. Il y a un autre Mozart, le Mozart français, Camille Saint-Saëns, qui était un petit génie, qui a eu une vie moins tourmentée, on peut le dire, que son illustre Mozart, que son image. Mais en effet, le prodige n'évite pas tous les aléas de la vie et toutes les souffrances. Quels sont les grands interprètes de Mozart selon vous, Thierry Geffrotin? Quelle question. Si quelqu'un, là, en nous écoutant, un peu grisé par ce portrait, par cette aventure, a envie d'écouter du Mozart, qu'est-ce que vous lui conseilleriez comme œuvre et comme interprète? Comme œuvre... La musique vocale, évidemment, j'allais dire la flûte, parce que la flûte enchantée, c'est une porte... c'est pour faire plaisir à Carlos Lereich. C'est une porte qui s'ouvre sur toute la musique de Mozart. Oui. C'est-à-dire que on imagine en écoutant cet ultime Singspiel, cet opéra à l'allemande, ce qu'aurait pu écrire Mozart s'il avait vécu. Parce que c'est quand même l'œuvre qu'il termine à l'automne 1791. Donc je pense que la flûte enchantée, est une très très belle œuvre. Et quand on veut découvrir le cœur de Mozart, dans tous les sens du terme, le cœur musical et le cœur de l'humain qu'il était, je pense que la flûte enchantée, l'œuvre qu'il faut écouter absolument. Et la plus grande Pamina, alors, dans la flûte enchantée? Je me refuse à répondre à cette question au micro. Je ne veux pas se fâcher. Moi, j'ai eu la chance d'écouter Nathalie Dessay la première fois qu'elle a chanté Pamina à Aix-en-Provence. Et je me souviens qu'elle avait quand même sacrément le trac. Mais je me suis dit, quelle voix merveilleuse. C'était dans les années 93, quelque chose comme ça, je crois. Et c'était vraiment exceptionnel. Grâce à ce portrait de l'enfant Mozart par Greuze, qui est donc reproduit par vos soins, Carlos Lereich, vous avez créé une sorte d'académie de ceux qui ont reçu en quelque sorte la distinction. C'est plus que people, là, c'est mondialement célèbre. Ouais. Et ça vous a Ça va de Isaac Stern à Yehudé Menuhin qui a laissé le sien au musée du Conservatoire de Londres. Ça va à Jean-Pierre Rampal qui nous a quittés malheureusement. Enfin, tous ces musiciens d'ailleurs nous ont quittés. Mais enfin, il y a beaucoup de grands musiciens qui l'ont eu et qui en sont très très heureux de l'avoir sur leur mur. Alors on me signale qu'il faut simplement pour le voir, déjà pour ceux qui n'auraient pas la patience d'attendre notre présentation sur Facebook ou sur le site internet, il suffit simplement d'aller sur Google et de taper Mozart et Greuze. Il paraît qu'il y a des reproductions. Il y a quelqu'un qui a mis une reproduction en vente. Ah bon, c'est même, pourquoi pas. J'ai vu, il y a même des faux qui circulent. Et puis je signale, Thierry Geffrotin, donc je rappelle plutôt, votre double coffret CD, ça s'appelle Wolfgang Amadeus Mozart tout simplement, lu et entendu par entendu, on pourrait le comprendre dans le sens compris par Thierry Geffrotin. C'est un récit où vous nous racontez la vie de Mozart avec toutes sortes d'extraits. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Nous essaierons de parler comme ça assez régulièrement d'un certain nombre d'œuvres méconnues et que nous retrouvons, qui sortent du néant où elles étaient. Et vous verrez qu'il y a encore quelques surprises que je vous réserve.
Alors nous avons maintenant sur Europe 1 nos feux de l'amour à nous, ceux qui étaient à l'antenne vendredi vont comprendre de quoi je parle et comprendront mon émotion en cédant la parole à Faustine Bollard. Bonjour Faustine. J'ai fait un peu pour vous votre coming out amoureux. J'ai donc annoncé déclaration que vous étiez absolument Il était fou grand de moi. temps finalement. Et justement aujourd'hui, c'est une émission qui va nous concerner un petit peu, mon amour, puisque nous avons pris la décision de consacrer notre émission à l'amour et le droit. N'y voyez aucun sous-entendu, mais pendant 1 heure, on va parler de contrat de mariage, de Pacs, de mariage à l'étranger, de fiançailles. Alors venez nous dire de quelle manière vous êtes unis, le volet juridique a-t-il une importance lors de votre mariage, votre Pacs, on va parler des contrats de mariage également. Venez nous dire les anecdotes qui ont eu lieu durant votre union. Et puis évidemment, on va se demander aussi, ça va certainement nous concerner, mon ange, c'est si on a le droit légalement de faire l'amour partout. Ça, c'est important. Voilà, ça, c'est intéressant. Exactement. Extrêmement gêné, finalement. Vous allez voir qu'on risque beaucoup de choses. Et je pense que cette parenthèse sera bientôt finie parce que je risque de vous mettre vraiment mal à l'aise. Je téléphone tout de suite à mon avocate. Justement, on va recevoir l'avocat d'Europe 1, Roland Pérez, qui sera avec nous. Donc si vous vous posez des questions, puisque c'est la saison des engagements officiels, n'hésitez pas. 39 21, faustine.europe1.fr. À demain, Faustine. À demain, coquin.